décrypter tous ensemble et toujours ensemble les 24 dernières heures peut-être les plus bizarres de l'histoire du football belge, en tout cas de cette fameuse génération dorée. Vous avez certainement entendu depuis tout à l'heure des extraits de la conférence de presse, des explications de Thibaut Courtois, d'Eden Hazard au micro de la RTBF, au micro de la VRT. On vous proposera bien sûr dans les prochaines minutes de longs extraits des explications données par nos deux capitaines, par deux tauliers de cette équipe nationale, puisque voilà, c'était normalement Arthur Théat, Yannick Carrasco qui devaient se présenter, et puis Jan Vertonghen, et puis finalement ce sont bel et bien Eden et Thibaut qui sont venus donner les explications. Donc on y reviendra dans un instant, parce que je me suis dit en préparant cette émission avec Pascal, Alex, qu'on allait prendre un tout petit peu le contre-pied de cette journée. On vient encore d'évoquer cette polémique et ces explications il y a un instant avec Patrick Weber dans C'est pas fini. Prenons le contre-pied dans Complètement Foot en préfaçant déjà J-2 ce Belgique-Croatie, parce qu'on a beaucoup finalement encore une fois malheureusement dans cette Coupe du Monde 2022 et concernant nos Diables Rouges parlé de l'extra-sportif, et je voulais profiter aussi de votre présence, Alex, pour déjà se projeter dans cette rencontre, dans cet adversaire, face à cet adversaire, la Croatie, ce troisième match qui sera déterminant. Il faut gagner, on le sait, il faut 3 points pour se qualifier pour la suite de la compétition. C'est un véritable 16e de finale qui se propose à notre équipe nationale. Et donc la question qui n'a peut-être là pas encore été évoquée au sein de l'équipe par le staff ou par Roberto Martinez, c'est quel 11 de base ? Comment les battre ? Comment battre la Croatie ? Et que proposer comme jeu ? Quelle solution proposer pour obtenir ces 3 points dans ce troisième match ? Donc on va tenter de répondre à cette première question avec vous, Alex. Alors évidemment, on le sait, sur papier, la Croatie, que l'on dit vieillissante, entre guillemets, même si on essaie de ne plus trop dire ça, on l'a bien compris, parce que parfois ça peut être mal interprété. Ils sont finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ils sont en position de force parce qu'eux ne doivent pas gagner ce match. Mais qu'attendre de cette équipe croate, et comment nous allons-nous évoluer pour les battre et prendre ces 3 points, selon vous, Alex ? Ouais, le match, Martinez l'a dit, il est prêt. Hein. Il sait comment il va jouer contre eux. Moi, je pense qu'il va peut-être adapter un petit peu les joueurs qu'il va mettre sur le terrain. Bon, d'une part, il y a probablement Romelu Lukaku qui va revenir, donc ça va quand même un peu changer la donne. J'imagine qu'il devrait commencer le match. Ensuite, il pourrait peut-être utiliser d'autres joueurs qui sont capables de contre-attaquer. Parce que je me disais, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en voyant le match qu'on a fait contre le Canada, où on a été pressé très haut, agressé même dans le bon sens du terme par les Canadiens, on a eu des problèmes pour les sorties de balles, où on a voulu prendre le jeu à notre compte et on n'en a pas été capable, pour différentes raisons. On l'a gagné. Petit miracle, effectivement, on a eu beaucoup de réussite sur ce match-là. Mais on n'a pas été bon dans le contenu. Contre les Marocains, là, ils nous ont laissé la balle, ils nous ont pas pressé, ils ont plutôt utilisé un bloc bas, bloc médium, et ils nous ont empêché d'ailleurs assez bien de jouer à l'intérieur de leur bloc. Ça n'a pas été un succès non plus, je parle pas seulement du résultat, mais en termes de contenu, on ne savait pas trop quoi en faire du ballon finalement. Je résume fortement, David, mais voilà. On en a longuement déjà parlé et on vous a déjà entendu sur le sujet en télé. Hein. Exactement. Donc ici, on va être contre une équipe, contre une équipe contre laquelle, selon moi, on sera de toute façon, je ne pense pas contester le contrôle du match. Parce que, je ne sais pas si vous avez sûrement vu le Canada contre la Croatie. Mm-hmm. Ils ont utilisé la même recette que contre nous. Ouais. Mais la grosse différence... Là, ils ont marqué, mais après, par contre... Ouais, après, ils se sont fait ramasser parce qu'en fait... la grosse différence, c'est que les Croates, ils ont une équipe qui sait absorber la pression, avec Brozovic notamment, avec Modric sûrement. Mais Brozovic, il avait beau être agressé par les médians croates, il sortait la balle même sous pression, chose que nous, on n'a pas su faire. Et ça, c'est une grande différence. C'est que quand vous avez Lovren et Gvardiol, donc les deux centraux, Brozovic se présente, il lui donne la balle avec beaucoup de confiance, même s'il a une pression vraiment insistante de l'adversaire. Et il s'en sort. Il faut regarder ses stats à Brozovic, elles sont incroyables. Sous pression, le nombre de ballons qu'il a réussi à bien négocier, en étant très bas dans le jeu. Et quand tu sais sortir les ballons avec un joueur comme ça, forcément, c'est significatif aussi pour Martinez, c'est de se dire qu'est-ce que je fais. Mm-hmm. Est-ce que je les agresse très haut, en sachant que ils risquent de casser mon pressing parce qu'ils ont des joueurs habiles pour pouvoir le faire, ou alors on se contente d'attendre, et quand je dis on se contente, c'est pas péjoratif, on met le bloc plus bas et on contre.
Et pour contrer, il faut des joueurs de contre. Et donc, est-ce que... Qui, par exemple, Alex? Eden Hazard, en conférence de presse tout à l'heure, à un moment donné, s'est un peu emballé. Il a dit, on va changer l'équipe. Et puis, il s'arrête et il dit, déjà... ou pas. Non, mais et puis, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que là, c'est un indice clair de ce 11 qui va quand même fortement évoluer pour ce troisième match contre la Croatie, Alex? C'est vrai que beaucoup estiment que lancer Doku dans ce match-là, ce serait peut-être dangereux parce qu'il n'a pas beaucoup de minutes de jeu. Et dangereux, je veux dire, d'un point de vue physique. Maintenant, on ne lui demande pas de jouer non plus tout le match. Et il a 2 solutions qui sont évidentes pour contrer, c'est Openda et lui. C'est évident. Maintenant, dans quel ordre, j'en sais rien. Et qu'il aime beaucoup Doku et que Doku pourrait leur faire mal. Est-ce que Doku, en venant du banc, pourrait pas le faire encore plus mal? Et peut-être commencer avec Openda sur un côté, s'il change pas son système en tout cas. Il va devoir faire des choix, effectivement, pour animer les côtés de son attaque, ça c'est certain. Notre milieu de terrain axial, par contre, des changements selon vous? Mais là, ils vont être en position. Je pense pas qu'il va. Oui, bon, Dendoncker pourrait peut-être jouer à la place vu que Onana est suspendu, ou alors il lance Tielemans. Mais c'est. Je crois pas qu'il va se mettre dans la position du dominant. Donc c'est peut-être un profil comme Dendoncker qui pourrait commencer parce que tu auras besoin de son volume de course et surtout malgré tout de contrôler les 3 médians croates. On devrait peut-être faire un match un peu comme contre les Marocains. Je voyais les stats du match donc contre le Maroc pour la Croatie. Ils étaient à 64% de possession de balle. C'est révélateur. C'est très révélateur. Quand on est au-dessus de 60%, ça veut dire que l'adversaire leur laisse la balle. Mais je pense qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas la contester. Ils l'ont laissé un petit peu comme ils l'ont fait contre nous. Voilà. Même si contre nous, ils ont été plus cyniques, les Marocains. Par contre, contre le Canada, la Croatie tombe à 48% de possession de balle. Mais, et c'est ça qui est très intéressant dans les chiffres, c'est que contre le Canada, ils jouent 8 contre-attaques. Contre les Marocains, en ayant la possession, ils en ont 3. Vous voyez donc, le scénario du match dépend toujours effectivement de l'adversaire et du plan qu'on a en tête. Mais on a très bien senti que cette équipe naïve, fulgurante du Canada était un peu un oiseau pour le chat pour les Croates dans cette configuration-là. Et ce qu'il fallait, c'est juste de l'efficacité du vent, ce qu'ils ont eu. Donc, on a un gros avantage. Bon, eux aussi, vous allez me dire, mais eux sont dans une position plus favorable que la nôtre. C'est qu'on les a vus jouer. Enfin, on a eu 2 scénarios très différents les concernant aussi. Et nous concernant. Donc je pense qu'à partir de là, Martinez peut quand même tirer des conclusions pertinentes, et il va le faire parce que ne faut pas le faire passer non plus pour ce qu'il n'est pas, hein, c'est un très bon coach. Et je pense qu'il aura... il peut se tromper, comme il l'a dit, mais il aura quand même... l'objet de sa réflexion doit vraiment être important par rapport à ça, par rapport aux joueurs qu'il va placer. Si toutefois, ça on y reviendra, tout le reste est réglé. Parce que je crois qu'il doit avoir vraiment un objectif, c'est de se dire, ok, on va se mettre dans la posture de l'équipe d'attente. Ouais. Ça leur a bien réussi il y a 4 ans. Hein. Je ne vais pas revenir sur la splendide victoire contre les Brésiliens, même si là aussi on a eu cette part de réussite. Mais le plan doit être conçu, je veux dire, à partir de cette base, selon moi. L'unique différence n'est-elle pas, Alex, et on l'a répété, que la Croatie ne doit pas gagner ce match? Oui. On ne risque pas d'être dans un match attentiste et que les Croates vont sans doute attendre le plus possible. Oui, mais c'est vrai, David, j'en discutais avec un ami qui m'a fait exactement la même réflexion. J'ai dit, oui, mais la nature profonde de ces joueurs, quelle est-elle? Si tu leur laisses la balle... Ils vont vouloir aller marquer. En tout cas, voilà, en tout cas, contrôler le jeu. Ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs contre les Marocains, mais c'était un match d'entrée de mondial. C'est aussi encore un scénario différent quand tu commences une Coupe du Monde ou quand tu la termines dans le groupe. C'est totalement différent. On assiste souvent à des matchs fous en 3e journée et pas sur la première, enfin sur le 3e match. Ils sont dans une situation... Ils étaient dans une situation où chaque contre-attaque des Marocains, pour eux, était vraiment une menace. Et ils ont commis énormément de fautes dans ce match-là, en première mi-temps particulièrement. Ils en ont commis vraiment beaucoup. Des fautes, en fait, ils ont commis... Ils ont surtout commis beaucoup de fautes tactiques. Des fautes, je veux dire, pour arrêter l'adversaire dans ses contre-attaques. Ils en ont commis énormément parce que ils avaient peur de cela du côté des Marocains. Donc, on pourrait quand même se retrouver dans cette situation-là, je pense. Et de toute façon,
on a un avantage qui est évident, c'est notre ligne d'attaque qui, quoi qu'il arrive, est plus rapide que leur ligne défensive. Parce que Gvardiol, le gaucher, donc le défenseur central gaucher, je crois qu'il a 20 ans. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il termine à City, celui-là, ou qu'il s'y intéresse, parce qu'il a vraiment des qualités pour jouer sous Guardiola. Il a un pied gauche exceptionnel, vraiment une relance sereine. On voit que c'est un garçon prometteur et promis à un bel avenir. Lovren, c'est l'expérience, le jeu de tête aussi, offensif et défensif, mais de la lenteur dans les deux cas, et surtout de la lenteur dans leur vitesse de pivotement. Et je pense que sur les côtés, ils sont aussi prenables. Ils ont des joueurs qui ne rivaliseront pas en termes de vitesse avec nos joueurs de contre. Ça, j'en suis persuadé qu'on peut vraiment... leur faire mal de ce côté-là. Il joue à droite avec Juranovic et Sosa du côté gauche. Donc, je pense qu'on a quelque chose à faire à ce niveau-là. Si nos problèmes sont réglés, nos autres problèmes sont réglés, vous avez dit il y a un instant. Restez là, Alex, on va poursuivre et vous l'entendez, on est entré dans le vif du sujet. C'est complètement foot. On a voulu vous prendre le contre-pied dans cette première partie d'émission. On vous a beaucoup parlé de tout ce qui est extra-sportif. Les Diables eux-mêmes ont répondu aux questions, aux critiques. Eden Hazard, Thibaut Courtois se sont présentés face à la presse aujourd'hui, face au micro aussi de la RTBF, de la VRT. Vous entendrez de longs extraits de ces interviews dans la suite de ce Complètement Foot et dans un instant avec nos envoyés spéciaux avec Manuel Jousse et Bibi Brouzakis. Et donc contre-pied en ce début de Complètement Foot à J-2 de ce match Belgique-Croatie. Je voulais avec Alex se plonger dans les possibilités de jeu. Comment battre ces Croates? Quelle 11 de base pour nos Diables Rouges? Déjà y penser et là nous plonger dans cette rencontre décisive pour la suite de l'aventure en Coupe du Monde 2022. On rassure tout le monde, rassure la famille de Pascal et les fidèles de Complètement Foot. Pascal Chimé va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Ben oui, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué sur la route, donc prudence à toutes et tous. Prenez votre temps. On le sait qu'il y a eu pas mal d'embouteillages en cette fin de journée, donc prudence et on refera un point RTBF Mobile Info, évidemment, régulièrement tout au long de cette soirée. Vous allez intervenir dans cette émission, comme à chaque fois, vous les supportrices, les supporters des Diables Rouges, vous avez la parole. On sera en direct du Qatar avec Thierry, supporter des Diables aussi, pour avoir un peu son ressenti par rapport à ces polémiques, par rapport à la réponse des deux tauliers de notre équipe nationale, comment vivent les supporters des Diables au Qatar, toutes ces polémiques et ce négativisme autour de l'équipe. Et puis vous participez en donnant votre avis, comme toujours, via la page Facebook de l'émission Complètement Foot RTBF Sport, le compte Twitter @cfoot_rtbf ou via l'application WhatsApp. Vous avez tous les détails sur la page de l'émission de l'appli RTBF, l'appli Ovio. Et donc sur la page Facebook, vous avez aussi ce petit bouton bleu WhatsApp qui vous permet assez facilement de nous envoyer vos messages via cette application, via votre téléphone. Concours aussi, comme ça je vous aurai donné toutes les infos. Viva Sport, Complètement Foot, David Oudrey, Pascal Chimé et Alexandre Teclac. Nous poursuivons donc cette émission spéciale Coupe du Monde, cette émission spéciale Diable Rouge. On reviendra sur la qualif aujourd'hui des Pays-Bas, du Sénégal, bien sûr, tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Je vous l'avais promis dans un instant, nos envoyés spéciaux, Manuel Jousse et Bibi Brouzakis, pour décrypter donc ces 24 dernières folles heures. Truc de fou quand même, Alex, tout ce qui s'est passé. Je pense que ça s'était jamais passé à ce point-là. En tout cas, mise au point de deux tauliers dans notre équipe nationale aujourd'hui, Eden Hazard, Thibaut Courtois. On l'évoque dans un instant, mais à J-2 de ce match Belgique-Croatie, en début d'émission, j'avais voulu avec Pascal, qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc prudence, Pascal, sur la route, on le rappelle, compliqué. Ne te presse pas, Pascal. Aujourd'hui de rouler. J'ai voulu prendre le contre-pied en se projetant déjà dans cette émission et en parlant plus du sportif que de l'extra sportif concernant ce troisième match. Vous avez déjà évoqué les possibilités qui seront là pour Roberto Martinez, mais vous l'avez dit, il y a quand même quelques problèmes à régler sans doute du côté belge et vous vouliez évoquer entre autres les phases arrêtées et on l'a vu face aux Marocains. Eux les avaient préparés, avaient trouvé en tout cas notre faiblesse sur ces phases en particulier. Et même offensivement, Alex, on n'a pas produit énormément de danger sur ces phases arrêtées. J'en ai parlé en télé hier, c'est vrai que c'est passé peut-être un peu inaperçu.
mais pas ici, je pense. Je trouvais que ça incroyable. Enfin, la déclaration du sélectionneur d'abord, du Maroc, et alors la déclaration aussi de son analyste. Je pense que c'est Maxime Jacques qui, dans l'ADH, a repris les propos le lendemain, mais il expliquait, il a été au chevet de Martinez, il est parti il y a 4 ans, je pense, cet analyste en question. Il y avait quelques infiltrés belges dans cette sélection élargie marocaine. Ouais, voilà, et alors, il expliquait qu'il défendait la première zone avec un peu de suffisance, trop de les propos que j'ai repris en tous les cas. Et alors, le coach aussi expliquait que c'était vraiment quelque chose qui avait été travaillé, etc. Et qu'ils avaient vu qu'il y avait un coup à jouer sur cette première zone. Moi, ce qui m'a frappé, d'une part, vraiment sur le cas particulier de ce coup franc, c'est que c'est un droitier qui va tirer, puisqu'on le sait, ça va pas être un gaucher au moment où il est derrière le ballon. Et donc, forcément, la trajectoire sera rentrante. Et par rapport à ça, je ne veux pas donner ici des grands cours de tactique. Il n'y en a pas besoin. Parce que chaque entraîneur sait, et quel que soit le niveau auquel il exerce, que tu dois avoir une position qui te permet d'attaquer la trajectoire rentrante et de ne pas devoir défendre en reculant. Tu me suis, David? Et là, la position qu'ils ont, de toute façon, même s'ils sont trop passifs et qu'effectivement, ils sont pas montés sous ressort sur cette action-là, ils auraient été très mal à l'aise parce qu'ils auraient dû défendre en reculant. Il suffisait d'être un petit peu plus proche du poteau. Je ne dis pas qu'il faut mettre quelqu'un au poteau, mais être un petit peu plus proche pour au moins couvrir cette première zone. Ça m'a fait penser, dans une moindre mesure, aux coups francs qui ont été pris par Anderlecht contre Penn, avec ce fameux but contre son camp de Wesley Hood. Je voyais une première zone là complètement ouverte et en fait, d'un point de vue cognitif, le gars qui frappe, tu lui donnes un repère. Hein. Tu as ça, quand tu vois ça. Par contre, si tu as quelqu'un dans cette zone, tu vas déjà peut-être pas la mettre là. Ici, tu lui donnes vraiment le repère. Allez, viens me la mettre là parce que tout est ouvert. Ça m'a un peu surpris. Bon, la position de Courtois, pour moi, il est trop loin de son poteau. Je pense qu'il l'a reconnu aussi à demi-mot qu'il était un petit peu responsable aussi. Encore aujourd'hui, même s'il a dit, voilà, c'est une responsabilité collective. Il n'a pas envie d'endosser à lui tout seul la responsabilité. Je peux le comprendre, mais il est responsable. Pour moi, parce que au-delà de, comme au même titre que les autres, mais pour moi, il aurait dû aussi faire valoir son autorité et replacer les mecs. Mais donc, il y a un problème sur ces phases arrêtées. Elles ne sont pas travaillées. On est dans un tournoi le plus important au monde. C'est la Coupe du Monde. Ça se prépare quand même, ça, à l'entraînement, même avant, Alex. Je voulais juste terminer là-dessus. J'ai malheureusement pas eu l'occasion, et j'en suis désolé, de revoir quelle position Onana occupait. Peut-être que sa taille en première zone, parce qu'il est plus là à ce moment-là, aurait pu nous soulager. Ouais, peut-être, mais je ne suis pas certain, donc je vais pas m'avancer. Quelqu'un le fera à ma place et me le dira. Voilà. Bon, on peut pas tout faire. Mais par contre, je me faisais cette réflexion aussi. Je me dis, mais la Coupe du Monde, elle a ça de particulier que c'est 7 matchs pour arriver au bout. T'as pas le temps, faut pas commencer à travailler les schémas, tu sais pas le faire, même si la sélection est ensemble depuis des années, enfin le noyau dur élargi des Diables, tu ne peux pas te permettre, comme la sélection espagnole, de vraiment jouer sur la nature du foot de ton pays. Eux, ils peuvent, c'est la seule sélection, je pense, qui peut le faire, parce que en Liga, à part un ovni qui est l'Atlético Madrid, et peut-être l'une ou l'autre équipe qui promue, tout le monde joue de la même manière. Il y a vraiment cet esprit-là, je la suis particulièrement, cette philosophie qui est très commune et dès le plus jeune âge. Vraiment, le jeu de possession est quelque chose, une référence là-bas. Donc, Luis Enrique peut effectivement s'appuyer là-dessus et donner cet accent-là à l'équipe nationale. Nous, on ne sait pas faire ça. Comme d'autres pays d'ailleurs ne peuvent pas vraiment le faire, sauf quand tu t'appuies vraiment sur des sélections de clubs, style Bayern Munich à un moment donné, Dortmund, ce qui n'est pas le cas chez nous du tout. C'est très hétéroclite. On a vraiment une équipe avec des joueurs qui viennent un peu de partout, c'est très hétérogène. Donc ça c'est un souci, et moi je suis surpris qu'en fait on soit si peu efficace. Faut aller voir les stats, sur coups francs, sur corner, sur coups francs latéraux. C'est pas normal, David, sur coup franc direct aussi. On a eu un peu de créativité, enfin un peu beaucoup, c'était bien fait contre le Maroc, avec cette frappe, à l'issue de cette combinaison avec la frappe de Kevin De Bruyne, qui est contrée, ou manquée en tout cas de sa part. Et en dehors de cela, je me dis, allez quoi, je vois encore toutes les phases arrêtées qu'on avait au moment en fait où on était très fort avec des joueurs athlétiques, ou des joueurs très malins dans le rectangle, je pense à Vermaelen, parce que lui, il sentait vraiment où le ballon allait tomber.
Van Buiten avant. Lui, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Vincent, il en a mis en première zone, rappelle-toi, ou des déviations. Voilà. Entre autres contre le Brésil, même si, voilà, bref, en tout cas, il intervenait dans la phase. Fellaini. Bon, ok. Alors, je me dis, est-ce que ces 4 mecs qui étaient des gars plutôt grands, doués de la tête, qui sentaient bien le ballon où il allait tomber, étaient l'arbre qui cache la forêt parce qu'ils étaient capables individuellement de faire des différences? J'ose quand même croire que non. Je me dis qu'il y avait quand même un travail, des combinaisons qui étaient prévues. Ici, on a peut-être une équipe un petit peu moins athlétique, ou en tout cas avec des joueurs un petit peu moins doués offensivement, peut-être de la tête, un petit peu moins doués, c'est peut-être pas le terme, en tout cas peut-être un peu moins à l'aise. Mais travaillons, soyons plus créatifs. Il y a plein de pays qui le sont. J'en veux pour preuve ce qui a été fait il y a 4 ans quand Griezmann tire ce coup franc en 2 temps contre l'Uruguay. Tu t'en souviens ? T'as un but qui vient à l'issue de ce coup franc, et puis tout le monde s'est donné le ton, et ça a été une mode. Donc on les a tirés de la même manière, et c'est bien, voilà. Et ici, moi je suis très déçu de ça. Pourquoi ? Parce qu'en Coupe du Monde, le chemin le plus court vers le but, c'est ça. T'as pas le temps de travailler certaines choses, donc tu peux prendre des gros avantages avec ça et en éviter aussi si tu défends bien. Sans l'incriminer, apparemment c'est Thierry Henry qui est en charge ces phases arrêtées. Il faudrait lui poser la question. Moi je voudrais... Je le connais pas personnellement, mais je lui poserai. Si j'avais l'occasion, je lui poserais la question. Je lui demanderais, tiens, qu'est-ce qu'ils font ? Et je trouve que je vais aller plus loin. Après, je termine, David. Et on prend la direction du Qatar avec nos envoyés spéciaux. Pour moi, c'est un travail aux entraînements pour une Coupe du Monde en préparation qui doit te prendre le plus de temps. Ça doit vraiment te prendre un temps significatif parce que tu sais que tu vas en avoir des situations comme celle-là et que des matchs où tu es dans la... Tu vas les débloquer grâce à ça. Regarde ce qui se passe au niveau des autres sélections. Avec tout ce qui se passe pour l'instant autour de l'équipe nationale, est-ce que dans les 48 heures à venir, il y aura un peu de temps pour travailler ça, ou en tout cas essayer d'imaginer... Là, je reviens sur quelque chose, évidemment, tu le mets en perspective par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et tu te dis, mais c'est bon, quoi. C'est pas le moment de venir avec ça. Sauf que nous, on ne savait pas que tout ce qui allait se passer. On ne savait pas que De Bruyne avait donné cette interview il y a 3 semaines au Guardian. Exact. On ne savait pas que ça allait sortir. On va y venir. Romelu Lukaku peut avoir un rôle dans ces phases arrêtées, mais ils vont se mettre à 2 ou à 3. Déjà, la première zone, c'est lui qui la garde. C'est lui qui la garde quand il est titulaire. Il est toujours dans cette zone parce qu'évidemment, il a de la taille pour sortir les balles. Donc ça, c'est déjà important de le récupérer au niveau athlétique. Et après, c'est aussi important de l'avoir dans le rectangle adverse parce qu'il est imposant et qui peut gagner des duels tout simplement, qui peut être très fort dans les duels aériens, pardon. Alex Teclac est notre consultant complètement foot ce soir. Ben voilà, vous voulez entrer dans le vif du sujet à J-2 de ce match Belgique-Croatie. Dans un instant, on va revenir évidemment sur ces dernières 24 heures assez folles, on doit quand même le dire, au Qatar pour notre équipe nationale, pour nos Diables Rouges. Avec aujourd'hui, donc, se sont présentés Thibaut Courtois et Eden Hazard. On va l'évoquer avec Emmanuel Jousse et Bibrouzakis dans un instant. Pascal Chimay, j'ai des nouvelles de Pascal Chimay, Alex. Vous voulez vérifier si tout va bien ? Il rit déjà. Non, mais nous, on rit pas. Pourquoi vous le prenez ? Il n'est pas là, les absents ont toujours tort. Bonsoir Pascal. Bonsoir David, bonsoir Alex, même si je sais qu'il ne veut plus me voir ni me parler. Je ne te dis pas bonsoir, moi. C'est la vraie vie pour l'équipe de Complètement Foot aussi, donc la plus grande prudence, on l'a dit, parfois des complications sur la route aujourd'hui, ce qui est votre cas. Oui, bon voilà, c'est à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Moi j'y crois qu'à moitié à cette histoire. Parce qu'à mon avis, il est en train de raconter n'importe quoi pour justifier son absence. Parce que c'est certainement son retard, il n'est pas encore déclaré absent. Il ne sera jamais là, David. Il va arriver pour le dernier quart d'heure et il va fanfaronner quand il va arriver en plus. Non, c'est incroyable, vraiment. Ceci dit, si je puis me permettre, je vous écoutais dans la voiture et au fait, c'est vraiment sympa comme émission. Vraiment, vraiment sympa. Merci parce que Pascal. J'ai pas l'habitude d'écouter et je me dis, en plus je vois qu'autour de moi, l'autoroute est chargée, donc il y a plein de gens qui doivent vous écouter. Je comprends pourquoi ça fait 14 ans en fait. Bon, courage, prudence, Pascal. J'espère que vous allez nous rejoindre dans les prochaines minutes. J'arrive. Pascal Chimay, Alex Teclac, Complètement Foot en direct comme chaque soir sur Vivacité pour cette Coupe du Monde 2022. Et dans un instant, donc comme promis, nos envoyés spéciaux, Emmanuel Jousse et Bibrouzakis, le journal des Diables Rouges. Et croyez-moi, il y a encore pas mal de pages dans ce journal. À tout de suite. Vivacité à Pervé. En toute complicité. Vivacité.
La suite de ce complètement foot en direct, ici en Belgique, en studio, Alex Teclac, notre consultant, dans les prochaines minutes en principe. Donc vous l'avez compris, Pascal Chimé, petit clin d'œil Pascal, mais ils sont là chaque soir, eux, Manuel Jousse et Bibrouzakis, même en temps de crise et en période de crise. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Un peu mieux et vous-même? Ça va, je constate en tout cas que c'est plus rapide de faire la route Salois-Doha que Waterloo-Mons. Ça, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Ici, on traverse tout un pays et on est là dans les temps. Effectivement, pardon? Il ment, hein. Il ment. C'est évidemment un mensonge de Chimay. Hein. On est dans des périodes de on-dit, de rumeurs et de mensonges à tous les niveaux. Donc voilà, notre rôle aujourd'hui, ce sera de réessayer de tirer un petit peu ça au clair par rapport à tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. On va revenir un petit peu chronologiquement sur les événements. Je vais préciser que j'étais aujourd'hui au camp de base des Diables Rouges à Salois, pendant que vous, Ebi, vous étiez avec les Croates ici à Doha. Oui, j'étais ici à Doha avec l'équipe croate. Alors, les conférences de presse ici, on sent que c'est une équipe qui est très, très sereine. Très surpris de voir que, par exemple, la majeure partie des questions ont été posées par la presse étrangère, en fait. Au moment, voilà, les joueurs très tranquilles. On avait Vlasic, on avait aussi Mario Pasalic. Et puis, à un moment donné, le gars dit, OK, c'est fini les questions de la presse étrangère, des questions pour la presse croate. Et là, il y a eu une question. Ils sont partis s'entraîner. Pas de chichi, pas de blabla. On a 2 bons joueurs devant nous, un attaché de presse. Ils vont s'entraîner tout dans la sérénité. Et c'est une équipe qui performe pour autant. Voilà, et Vlasic, qui est donc le frère, vous le savez, de Bianca Vlasic, l'ancienne sauteuse en hauteur, ex-concurrente de Tia Elbow, et qui est donc aussi le beau-frère de Ruben van Gucht, notre confrère de la VRT, qui réalise les interviews quotidiennes avec Eddie Snedders, puisque lui et Bianca Vlasic se sont mariés il y a quelques semaines. Donc ça c'est quand même assez particulier. Alors, pour revenir au Diable Rouge, un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé depuis hier soir. Dans un premier temps, on nous avait annoncé comme interlocuteur du jour Yannick Carrasco et Arthur Théat. Et puis, un message de l'attaché de presse Stéphane Van Loock, reçu ici à l'heure qatari à 2h30 la nuit dernière. Je l'ai vu quasiment instantanément, j'avais une petite insomnie à ce moment-là. Mais il dit changement de programme, finalement ce seront Eden Hazard et Jan Vertonghen. Là, évidemment, on change quand même un petit peu de statut en amenant le capitaine et le vice-capitaine. Et puis, ce matin encore, nouveau changement. Pour des raisons pratiques, Jan Vertonghen ne peut pas être là. On n'a pas eu le détail précis de ces raisons pratiques. Il est remplacé par Thibaut Courtois. Donc, de toute façon, deux cadres de la sélection qui vivent tous les deux leur 5e grand tournoi avec les Diables Rouges. Et donc, en fait, c'est suite à une réunion de crise qui s'est tenue hier soir jusque très très tard, jusqu'au début de la nuit, entre les joueurs, le staff, Roberto Martinez, etc., que cette décision a été prise par les joueurs eux-mêmes, comme l'a souligné Eden Hazard. Et sur cette thématique-là, eh bien, on va l'entendre, notre capitaine qui s'en est expliqué tout à l'heure en conférence de presse. À l'initiative du groupe, je pense que c'était important que ce soit déjà les capitaines, entre guillemets, les capitaines qui viennent parler dans ce moment un peu plus compliqué et pas envoyer Arthur ou Yannick parler dans ce moment-là. Je pense que c'était important pour nous. C'est le groupe qui a décidé d'envoyer 2 des capitaines. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le communiqué est tombé au milieu de la nuit, à l'issue de quel type de soirée, de quel genre de réunion? Non, une bonne réunion constructive, voilà, où on s'est dit les choses. Je pense qu'on est tous conscients qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur les 2 premiers matchs. On avait envie de faire mieux, ça, il faut le savoir. Et voilà, juste petits ajustements, une bonne petite réunion. Entre tous les joueurs ou juste les cadres avec Non, entre tous les joueurs présents, les coachs aussi, le staff technique. Donc voilà, certaines personnes ont eu des choses à dire. Et c'est bien, ça fait avancer. Je pense que des fois, c'est important. Pour des joueurs, c'est important. Je pense que pour d'autres joueurs, c'est peut-être pas important, mais pour des joueurs, c'est important quand ils se sentent un peu blessés de dire des choses, des vérités, ce qui s'est dit dans la presse. Voilà, si tu fais pas attention à tout ça, tu t'en fous un peu. Mais quand tu fais attention à ça, tu as envie de savoir vraiment les vérités. Et c'est ce qu'on s'est dit hier. Voilà, donc des propos d'Eden Hazard, non pas tenus en conférence de presse, mais bien dans notre interview one-to-one qui a suivi. Et puis alors, l'autre grosse thématique, évidemment, c'est par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a pu lire
ces derniers jours lire et entendre depuis la fin de ce match contre le Maroc, parce que ça va très très vite. Quelqu'un lance une rumeur, c'est repris, amplifié, relayé. On a même pu lire dans les colonnes pourtant d'un quotidien censé être un peu sérieux comme l'équipe, que Romelu Lukaku avait dû s'interposer physiquement dans le vestiaire pour séparer Jan Vertonghen et De Bruyne et Hazard. Il a expliqué aussi, en parlant d'Hazard justement, il communique plus avec Trossard. Lukaku et Batshuayi se font la gueule. Enfin, tout ça circule partout. On a des sites internet un peu racoleurs, pour ne pas utiliser d'autres termes, qui reprennent tout cela, qui le montent en épingle, et du coup d'autres reprennent encore. Enfin bref, vous connaissez un petit peu la logique de l'histoire. Et donc finalement, on a demandé à Eden Hazard et à Thibaut Courtois si tout ce qu'on entendait comme cela depuis quelques jours n'était qu'un tissu de mensonges, si c'était de la pure invention. Je peux vous dire que c'est de la pure invention. Il y a beaucoup de bêtises qui sont sorties, que c'est vraiment faux. Ce qui est grave, on prend ça, que la presse belge prend ça, ils assument que c'est la vérité, on écrit ça, je crois que ça c'est la première erreur. Une partie de la presse belge. Oui, une partie, mais bon, ça reste un peu dommage. Et je suis sûr que ça pourra avoir des conséquences. Tout le monde s'apprécie, il ne s'est rien passé dans le vestiaire, on était tous très déçus du match. Voilà, il y a des choses qui peuvent se dire dans un vestiaire, mais il n'y a jamais eu de rapport physique ou ce que j'ai entendu, bagarre entre un tel ou un autre. Voilà, il y a des gens frustrés parce qu'on perd, ça c'est normal, et tant mieux que ce soit comme ça. Ce serait pas normal que les gens ils rentrent après dans le vestiaire en rigolant, en mettant la musique. Voilà, ça ce serait pas normal. Mais il y a eu beaucoup d'inventions ces derniers jours, enfin surtout hier. Ce truc de vestiaire, ça je sais même pas. Moi j'étais le premier de rentrer le vestiaire. Il y a des images qui ont prouvé que moi j'étais le premier dedans. J'étais là pour 20 minutes et rien s'est passé, sauf que l'entraîneur il a parlé, il a donné un message et après on est rentré à l'hôtel. Et les autres trucs, ça je crois qu'on n'a même pas besoin de répondre sur ça parce que ça c'est vraiment des faux trucs et c'est dommage que ça sort et que on essaye de tuer l'équipe comme ça. Donc pour ça, je crois que pour nous, dans l'équipe, on a parlé de ça hier, que c'est important que nous-mêmes, à l'intérieur, on ne prend pas cette négativité chez nous, parce que si on prend cette négativité chez nous dedans, ça peut causer des frustrations naturellement, parce que même si c'est pas vrai, ça peut donner des frustrations qu'on n'a pas besoin, et c'était bien pour ça qu'on a eu notre réunion hier pour parler de tout ça. Alors on vous connaît depuis des années en conférence de presse, toujours très cool, détaché, le petit sourire en coin. Les déclarations que vous aviez eues par rapport à la lenteur des défenseurs centraux, il fallait les prendre dans leur contexte. Est-ce que certains les ont mal prises? Est-ce que vous en avez parlé avec Vertonghen après? On en a parlé, j'en ai parlé avec Yann hier. Et Yann me connaît depuis presque une quinzaine d'années, donc il sait très bien ce que j'ai dit. Je l'ai dit sur le ton de la rigolade. Et il l'a compris comme ça? Bien sûr, il l'a compris. Yann, c'est quelqu'un de très intelligent, vous savez. Et ses qualités, c'est ce qui fait qu'il a fait une géante carrière, c'est ses qualités. Il sait très bien qu'il est plus le même joueur. Qu'il est toujours le même joueur, mais qu'il a plus cette vitesse qu'il avait avant. Comme moi, je n'ai plus la vitesse que j'avais il y a 10 ans, et ça fait partie du foot. Mais comme je l'ai dit dans l'interview, j'ai dit qu'il compensait avec sa maturité, son expérience, sa qualité de jeu, et voilà. Voilà, donc très intéressant de les entendre tous les deux sur cette thématique. Alors, 2 observations, Ebi. Tout d'abord, on ne peut pas nier qu'il y a eu des tensions. Ça, Roberto Martinez l'a confirmé hier. Maintenant, on a quand même l'impression qu'elles ont été solidement montées en épingle, voire surgonflées par certains médias. Deuxième observation, voilà, il y a une sorte de discours d'union sacrée qui est tenu maintenant. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège béat de croire que c'est 100% sincère. Peut-être qu'il y a un côté façade pour provoquer finalement une osmose, peut-être de circonstances, mais peu importe, qui doit tenir jusqu'au match de la Croatie. Oui, mais moi je suis certain qu'il y a eu une tension après 2 matchs comme cela, même 3. Si on prend aussi la rencontre contre l'Égypte, on prend le match face au Canada qui était peut-être même le pire des 3 finalement, et c'est le seul où on gagne. Et puis alors la défaite face au Maroc, il y a certainement eu des tensions, des portes qui ont claqué, etc.
Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup, après on pourra entendre David, Pascal, je ne sais pas s'il est arrivé, Alex, mais c'est que ça ne vient pas d'une plume belge en fait. Donc c'est très particulier en fait. Ça vient d'une plume de l'équipe en fait. Ouais. C'est pas, et donc je sais pas quelle est la volonté du journaliste qui a monté tout ceci en épingle. Moi, ça me laisse un petit peu perplexe. On est au quotidien avec les Diables Rouges. On n'avait pas ces infos-là. Et quelqu'un qui est là moins souvent que nous les avait. Donc c'est très très particulier. Je sais pas dans quel but on a publié ce papier. D'autant qu'on a eu des infos de l'intérieur du vestiaire aussi, disant exactement l'inverse. Oui, tout à fait. Donc voilà, ce que Thibaut Courtois a expliqué aussi, c'est que les choses qui sont sorties du groupe ne viennent pas nécessairement d'un des 26 joueurs de l'équipe nationale. Hein. Il y a un grand entourage, le staff est composé de nombreuses personnes, donc il y a des petites choses qui peuvent fuiter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui aiment inventer des choses aussi, y compris des sites internet dont les représentants ne sont même pas présents ici au Qatar. Et c'est ça que les gens lisent et c'est ça que les gens croient. Et ça, c'est un petit peu malheureux, évidemment. Ouais, c'est pas ça la presse. Manuel Jousse et Bib Brouzakis, nos envoyés spéciaux au Qatar. Alex Teclac, notre consultant ici en studio, c'est complètement foot en direct comme chaque soir sur Vivacité. Alex, sur envoyer rapidement là-dessus, sur envoyer Eden Hazard et Thibaut Courtois, très bonne décision selon vous? Enfin, pardon, je vous pose la question. Était-ce une bonne décision plutôt que d'envoyer deux autres joueurs, Arthur Théat et Yannick Carrasco par exemple? Oui, parce que le flux de questions allait être orienté. Donc, je pense que c'est... Ebi et Manu l'ont expliqué, ce sont eux qui ont pris la décision après leur réunion de crise. Voilà, ils ont bien répondu selon vous? Ils ont bien fait le taf de communicant, je veux dire, et de communication? Oui, je pense qu'ils ont, je crois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et je pense que c'était assez authentique. Ouais. Sur la réunion de crise et sur les mensonges de la presse et les réponses d'Eden et de Thibaut, votre analyse? Hier, je l'ai dit à la télé. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. J'ai connu ça. Papa de Robert Wassef, le fils de Robert Wassef-Fred était là, je l'ai dit, et on a connu ça avec lui, mais avec deux entraîneurs aussi. C'était coach, tu restes dehors et on va régler les problèmes entre nous. J'ai dit voilà, ça c'est là. Je ne savais pas qu'ils allaient le faire, j'espérais qu'ils allaient le faire, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Je dis, c'est la seule solution pour encore retrouver un semblant d'harmonie dans l'équipe, c'est de se dire les choses. En tout cas pour les joueurs qui sont concernés, ça peut avoir un effet booster effectivement, même si c'est pas des choses agréables à entendre. Maintenant, sur le fait que ça sorte, je sais pas, c'est vraiment très étrange. Et Ebi a raison, c'est d'autant plus étrange que ce soit un journaliste étranger qui sorte ça, journaliste de l'équipe. Je sais pas s'il est farfelu ou pas, moi je connais pas ce mec, mais y a quelqu'un qui a dû lui dire quelque chose. Et il ne peut pas sortir ça comme ça, même si ce quelque chose, il ne l'a pas vérifié. Il n'a peut-être pas bien fait son boulot, ce journaliste. Il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose. Ce quelqu'un qui lui a dit quelque chose, je suis sûr que tout le monde sait c'est qui, mais personne n'osera le dire. Ça, j'en suis certain. Et je pense que tout le monde a... Moi, je ne le sais pas, mais je veux dire, là, au sein du staff, et peut-être aussi de certains journalistes bien informés, ils savent qui a pu dire quelque chose à l'extérieur. Sur les conséquences, les bénéfices de cette crise à court terme pour ce match, on est à J-2 de ce Belgique-Croatie. Non, là, je pense qu'on va être remonté. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il ne faut pas non plus ne jouer qu'avec l'enthousiasme, mais c'est important d'avoir au moins l'unité dans l'équipe. Après ce qui s'est passé, d'avoir des attitudes positives, de se dire aussi qu'il va falloir se battre l'un pour l'autre. Je suis désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est comme ça, le foot. Il y a beaucoup d'équipes qui, dans ce mondial, n'ont pas gagné les matchs parce qu'elles étaient tactiquement brillamment installées, mais aussi parce qu'il y avait de l'envie et de la vie dans ces équipes, des équipes qui fonctionnent bien. Les gens heureux n'ont pas de problème, comme on dit, David, et c'est comme ça. Je pense que là, ils doivent faire vraiment abstraction de tout cela, et peut-être, j'ai dit ceci hier, pour moi, je suis très déçu, je le dis à vous aussi, et Bi et Manu, j'étais vraiment déçu au point que j'étais touché émotionnellement de voir ce qui est en train de se passer, et je me suis fait cette réflexion, après les déclarations effectivement de Thomas Meunier et d'Axel Witsel, qui avaient raison de demander le soutien de la Belgique et l'adhésion des Belges, parce qu'il y avait peut-être un petit désamour qui s'était déjà installé suite à leurs mauvais résultats. J'ai dit, mais moi je suis le premier gros chauvin à être derrière eux, comme plein d'autres supporters belges le sont. Je confirme pour avoir suivi des matchs avec vous en studio. Bah oui, parce que j'aime mon pays et puis j'aime l'équipe nationale et j'aime les joueurs qui la composent. Voilà, faire un peu d'objectivité, mais c'est pas très grave, je m'en fous, je l'assume complètement. Mais ce que je voulais, c'est que eux maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, ils nous doivent tous quelque chose. Vraiment, ils nous le doivent parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à croire en eux, mais ce qui s'est passé là est de nature à créer
des fissures ou des fractures avec le public parce que c'est évidemment amplifié, David, mais c'est l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, quel que soit le sport qui est représenté, quand c'est l'équipe nationale, ça touche à l'unité d'un pays et très vite, on peut avoir une hypersensibilité par rapport à ça. Manu Ebi ? Oui, donc voilà, par rapport à ça, Eden Hazard a été clair aussi. Et il est bien conscient que jusqu'il y a peu, on pouvait gagner des matchs sur base de nos qualités. Maintenant que ce n'est plus le cas, il faudra montrer autre chose, de l'esprit de corps, de la solidarité. Il est conscient que ce n'était pas présent, que ces critères-là n'ont pas été rencontrés lors des 2 premiers matchs, et il s'est engagé face à tous les supporters à ce que l'équipe belge montre un autre visage jeudi. Oui, nous verrons 11 guerriers et même 23, a-t-il dit. Je ne sais pas quels étaient les 3 qu'il excluait, mais rappelons qu'on ne peut en faire jouer que 16 de toute façon. Mais donc voilà, là il y a eu une sorte d'engagement pris par rapport à tous les supporters déçus de l'équipe nationale. Alors revenons aux interviews effectivement avec une autre problématique abordé avec Eden Hazard lors de notre interview tout à l'heure, c'est son cas personnel, parce que ça fait quand même 2 matchs de suite, alors qu'il avait reçu beaucoup de critiques contre l'Égypte, souvenez-vous, et que on était nombreux à commencer à se demander combien de temps il fallait encore continuer avec cet Eden-là. Finalement, lors des 2 matchs Canada-Maroc, il a été quasiment le meilleur, si pas le meilleur diable, le meilleur joueur de champ, et on a tous été un peu frustrés de le voir sortir comme ça à chaque fois pile à l'heure de jeu. Alors, la question que je vais poser, c'est de savoir si c'était vraiment inenvisageable, avec l'Eden Hazard de novembre 2022, de le voir jouer 10-15 minutes de plus. Écoutez sa réponse. J'aurais bien aimé jouer un peu plus. Je pense que c'est peut-être plus un choix médical qu'autre chose. Le coach l'a expliqué. Moi, j'avais envie de rester sur le terrain. Voilà, je me sentais plutôt bien. Mais voilà, je remettrai jamais en cause les choix du coach parce que c'est pas mon boulot. Voilà, le match il s'est passé comme il s'est passé. On a encaissé 2 buts à la fin du match et à nous à relever la tête. Voilà, et puis ça montre bien une chose, et c'est ce qu'on remarquait pendant le direct du match, ce n'est certainement pas Eden Hazard qui a sollicité son changement, il aurait voulu continuer. Oui, moi c'est ce qui me dérange en fait dans tout ça, et Alex pourra peut-être l'expliquer davantage, mais quand un joueur se sent bien, même si on sait qu'il est un peu fragile, etc., mais là on n'est pas dans un match amical, c'est un match de Coupe du Monde qui peut être décisif. Je me dis, est-ce que le coach n'aurait pas dû entendre Eden Hazard ? Peut-être qu'il posé la question, comment tu te sens ? Eden a peut-être dit, ok, ça va, mais alors reste encore 10 minutes, j'ai besoin de temps. On a déjà assisté à ce genre de situation. Alex, avec Robert Wassège, par exemple, il y a un joueur qui voulait sortir du terrain parce qu'il avait un peu mal, et Robert Wassège regardait de l'autre côté en faisant semblant de ne pas avoir vu le joueur qui était souffrant parce qu'il avait besoin de lui sur le terrain. Je trouve que dans des contextes comme ceux-là, on doit entendre le joueur. Si le joueur dit « je me sens bien, coach, je peux rester », à ce moment-là, il aurait fallu prendre ce petit risque mesuré, me semble-t-il. Ouais. Et j'ai vérifié avec Eden Hazard, la dernière fois en fait qu'il a joué 90 minutes avec les Diables Rouges, c'était en phase de poule du dernier Euro, le 3e match contre la Finlande. Depuis, il y a eu 15 rencontres au total où il n'a disputé que des morceaux de match. Alors de nouveau, on pouvait comprendre l'approche et la stratégie à l'Euro de le faire grandir progressivement et lui donner un petit peu plus de minutes, parce que là, il revenait de blessure. Ici, il ne revient pas de blessure. Il doit retrouver, oui, le rythme des matchs, mais on ne lui donne pas l'occasion de le faire, parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre là, à la 60e et qu'il ne peut pas aller au-delà. Mais oui, c'est très intéressant ce que vous évoquez là. Moi, j'ai une explication. Elle est très simple. Elle est liée à la nature du coach. Je le connais bien, Roberto Martinez, et sincèrement, c'est un coach qui a beaucoup de réflexion autour de ses préparations de match et vraiment de minutie. Mais vraiment, je l'ai vu travailler. Il est obsédé par l'analyse de l'adversaire, et je le dis dans le bon sens du terme. Son problème, c'est celui-là. C'est que il n'a pas, et je ne veux pas être clivant par rapport à ce que je vais dire, mais il n'a pas joué au foot. Il a des joueurs de foot sur le banc, à ses côtés. Et eux auraient dû agir et lui dire, écoute coach, laisse-les encore un peu. Et laisse-les. Parce qu'à ce moment-là, lui, il réfléchit de manière très rationnelle, parce que je le connais, il est comme ça. Rappelle-toi de ce qui se passe contre le Japon. Hein. On s'en souvient tous.
Tout le monde pense qu'il est en train de, qu'il s'en fout, qu'il est là, qu'il est dépassé par les événements. Pas du tout. C'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup sa réflexion. Comment ? Pas tout le monde. On pensait l'inverse. Oui, mais non. Bref, mais non. Ici, Oui, mais non. Nazar. Mais c'est bien un peu de légèreté. Mais en fait, à ce moment-là, je me dis, bah ouais, il va le faire. Plus qu'Eden, c'est Onana. Alors, le problème, c'est qu'Onana, il était déjà pas passé très loin du carton rouge dans le match, dans sa rentrée, sur sa rentrée précédente. Et là, il se dit, il va le prendre parce que les 2 tacles qu'il fait, là, surtout un, il le fait près de lui. Je ne sais pas si tu te souviens, David, il le fait vraiment tout près de son banc de touche et ça l'impressionne. Je vois la réaction du coach à ce moment-là, il se retourne et il se dit, il va me le prendre, quoi, ce deuxième jaune. Ouais, mais là, il prend le risque de les sortir tous les deux et on prend les deux buts. Mais c'est trop. Et là, il doit faire confiance à ses tripes et pas à sa tête. Voilà. Moi, je l'explique comme cela. Ouais. C'est qu'il doit se dire, effectivement, et je rejoins tes propos, si tu as été sur le terrain, et moi, je pense que Vermaelen et Thierry Henry auraient dû lui dire, coach, appelle à l'aide à Thomas et à laisse-les, on en a besoin. Ils auraient dû lui dire, parce que le match, ils l'ont lu, comme moi. Comme d'autres, on l'a lu, on a tous eu ce sentiment-là que perdre Onana, plus encore qu'Eden, allait nous coûter cher. Je rappelle une chose, dans ce match contre les Marocains, on défendait à 3 contre la plupart du temps des mecs qui étaient en supériorité numérique. Je ne sais pas si tu as vu Onana, le travail de sape qu'il a fait pour défendre à l'intérieur et défendre contre la ligne. Tielemans, il est bien rentré, il n'a pas fait une mauvaise rentrée, mais il ne sait pas faire ça. Et là, on a vraiment perdu quelque chose à ce moment-là. On a perdu, en fait, le contrôle du jeu parce que les Marocains ont commencé à nous marcher dessus grâce à leur supériorité numérique. Donc, oui, il aurait dû faire un choix émotionnel plus qu'un choix rationnel. Mais, d'un point de vue, vraiment, si tu prends... D'un point de vue purement rationnel, sa décision, en fait, ces 2 décisions, elles s'expliquent. C'est pas des décisions de débiles, hein. Je veux dire, par là, il est aussi défendable. Mais moi, effectivement, je les aurais laissés. Alors qu'on le rappelle aussi, on se projette dans ce match, ce 3e match contre la Croatie. Vous avez lâché le terme il y a un instant, tous les 3, guerriers. Thibaut Courtois n'a rien dit d'autre. Manu Ebi. Non, effectivement, ce match contre la Croatie qui a très rapidement été qualifié par certains comptes un peu parodiques ou satiriques français, notamment de finale contre les Croates que les Belges attendent depuis 4 ans. Maintenant, ils l'ont. Donc, effectivement, c'est du quitte ou double et Eden Hazard n'a pas réfuté ce terme. Il a parlé de l'aspect confiance, les mots guerrier. Pour Thibaut Courtois, vous allez l'entendre, il y a un petit peu un côté nous contre le monde entier. J'espère que oui, j'espère que tout le monde sait que c'est nous, l'équipe ensemble, contre le monde entier. Contre l'élimination. Aussi, et pour ça, on sait qu'on doit... Je crois qu'on joue contre un grand pays aussi, que c'est une bonne équipe, donc dans le foot, tout peut se passer, mais je crois que le plus important, c'est qu'on fait notre meilleur match, on joue à 100%, après c'est le foot qui décide, mais on doit donner toute notre vie sur le terrain et laisser tout là, parce que c'est comme j'ai dit avant, je crois que on ne sait pas combien de Coupes du Monde on va encore jouer ou combien de grands tournois. Voilà, effectivement, la question reste ouverte. Le problème est face à cette Croatie, c'est qu'il y a en face de nous un adversaire qui sait la contre. Oui, parce qu'on parle d'avoir des guerriers côté belge. Les Croates, ils n'ont pas besoin d'avoir une crise à l'intérieur du vestiaire pour aborder un match en mode guerrier. On n'a pas besoin de rappeler quand même le sentiment d'appartenance à la nation que les Croates ont. Comme ça va être quelque chose. On a vécu ça contre les Marocains, l'amour du drapeau, l'amour de la patrie. La Croatie, pour des raisons géopolitiques sur lesquelles on ne va pas s'apesantir maintenant, c'est un pays qui va vraiment vibrer. Et quand on voit comment Modric s'arrache encore sur le terrain à 37 ans, on va pas refaire tout l'éventail, je dirais, qualitatif de cette équipe croate. J'ai l'impression qu'il y aura 11 guerriers ou 23, je sais plus combien Eden on a compté d'un côté, mais côté croate, il va y en avoir quelques-uns aussi. En plus, elle peut pas se permettre de perdre, hein. C'est pas comme si elle avait 6 points sur 6 et qu'elle était là cool à l'aise. Hein. Ah non. Donc elle a quelque chose à défendre, parce que si elle perd et que le Maroc gagne, elle est dehors. Et ils nous ont assuré tout à l'heure, les joueurs Vlasic et les suiveurs de la Croatie, ils nous ont donné la certitude qu'ils allaient jouer pour gagner. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont dit on va pas spéculer. Bon, ils ont un peu peur de Lukaku, mais pour le reste, ils ont dit on va aborder la rencontre pour gagner. On n'a pas l'équipe pour commencer à contrôler, etc. Nous ont-ils dit. Voilà.
Acceptons-en l'augure. Exact. Merci Manu et Bi. Au menu ce soir, vous avez déjà mangé ou pas? Il y a une longue journée après cette crise. Non. Ah, mais si, on va manger. On va manger un petit bolo maison aujourd'hui. Ah, d'accord. Préparé avec amour pour Sarah et Maxime, tous les deux. Maxime n'a pas fait grand. Non, Maxime a regardé Sarah. Alex, le mot de la fin, parce que les infos. Non, Pascal arrive. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. On vous l'envoie. On n'en peut plus, on vous l'envoie. Je vais. Ne traînez pas, Alex. Non, ne vous inquiétez pas. Je ne vous inquiétez pas. Je vais vous embrasser dignement, d'ailleurs, tous les deux, parce que vous me manquez. Vous me manquez très fort. Et oui, et vous savez que je suis très tactile, donc je vais vous embrasser sur le front chacun, parce qu'ils sont tous les deux bien dégagés. Voilà. Amusez-vous bien. C'est ma marque d'affection à moi. Si vous êtes d'accord. Ça va, mon front. C'est toi qui es bien dégagé.